À Cocody, là où les villas respirent le calme et les manguiers balancent leur ombre sur les grilles en fer forgé, vivait une petite fille dont le rire suffisait à ensoleiller les matinées. Jeanne, 8 ans, de nattes soignées, des yeux curieux qui brillaient plus fort que le soleil d'Abidjan. Son monde se résumait à la grande maison blanche bordée de bougainvilliers, au parfum du foutou que sa mère préparait le dimanche, et aux bras solides de son père qui la hissait sur ses épaules pour qu'elle attrape les goyaves du jardin. Henri, son père, était un homme d'affaires respecté, propriétaire de plusieurs boutiques et d'une entreprise de transport. Il était connu pour sa rigueur, mais à la maison, c'était un papa tendre et présent. Clarisse, sa mère, avait la douceur dans la voix et la force dans le regard. Enseignante de formation, elle s'était dévouée entièrement à l'éducation de Jeanne. Les journées passaient dans une harmonie douce. Jeanne allait à l'école, revenait raconter ses journées, riait aux éclats en courant entre les manguiers, tombait, se relevait, insouciante. Tout semblait solide, inébranlable. Mais la vie n'envoie pas d'avertissement avant de tout briser. Henri et Clarisse devaient assister à un mariage à Yamoussoukro. Jeanne, enrhumée, resta à la maison avec sa nounou, Adjoua. Avant de partir, Clarisse déposa un dernier baiser sur son front et lui promit « On revient vite, mon cœur ». Ils ne revinrent jamais. Le lendemain matin, Adjoua reçut un appel et se mit à hurler. Jeanne, terrifiée, accourut. Les adultes commencèrent à envahir la maison. Certains pleuraient, d'autres parlaient à voix basse. Jeanne ne comprenait pas. Accident, camion, mortel. Les mots flottaient autour d'elle sans faire sens. Quand enfin elle vit les cercueils blancs alignés dans le salon, la réalité la frappa comme une vague. Son monde parfait s'était effondré, et plus rien ne serait jamais pareil. 10 jours après l'enterrement, la grande villa était devenue une maison fantôme. Les bougainvilliers semblaient moins colorés. Le foutou du dimanche n'exhalait plus ses effluves. La vie semblait avoir déserté les lieux. Un après-midi, alors que Jeanne jouait seule dans la cour, un homme arriva. Un sourire trop large, une démarche assurée. C'était Paul, le petit frère d'Henri. Paul expliqua aux proches de la famille qu'il prendrait Jeanne sous son aile. C'était son devoir, disait-il, sa responsabilité. Mais dans ses yeux, il n'y avait ni chagrin ni amour. Il y avait une ambition froide. Rapidement, les papiers de tutelle furent signés. La villa, les commerces, les comptes bancaires, tout passa sous son contrôle. Jeanne fut placée sous son autorité sans qu'on ne lui demande jamais son avis. Tanti Alice, la femme de Paul, s'installa dans la grande maison avec leurs 2 enfants, Rose, du même âge que Jeanne, et Marc, plus jeune, de 2 ans. La transition fut brutale. D'un monde d'amour, Jeanne entrait dans un monde d'intérêt. La maison n'avait pas changé, mais tout en elle était différent. Tanti Alice se promenait en pagne neuf, son téléphone collé à l'oreille. Paul se vantait devant ses amis d'être devenu un grand homme. Rose passait ses journées vissée à sa tablette. Marc semait ses jouets dans toutes les pièces. Jeanne, elle, errait comme une âme en peine. Au début, Tanti Alice la traita avec une politesse froide. Elle lui préparait ses repas, l'envoyait à l'école, lui offrait quelques sourires mécaniques. Mais cette illusion ne dura pas. Très vite, Jeanne sentit qu'elle n'était pas chez elle. Les regards se firent plus durs. Les tâches ménagères commencèrent à lui tomber dessus, au début de façon déguisée, puis de manière assumée. « Jeanne, nettoie le salon. Jeanne, va balayer la cour. Jeanne, aide Rose à ranger sa chambre. » C'était comme si elle devait payer sa place. Comme si l'amour de ses parents morts n'avait plus aucune valeur ici. Dans le salon climatisé, Rose régnait en petite princesse. Assise sur le grand fauteuil en cuir, elle jouait des heures sur sa tablette Dernier Cri, que son père venait tout juste de lui offrir. Ses doigts glissaient avec aisance sur l'écran lumineux pendant que ses éclats de rire résonnaient dans la pièce. Quand Jeanne s'approchait, curieuse de découvrir ce qui la rendait si joyeuse, Rose serrait sa tablette contre elle et la fusillait du regard. « Tu ne touches pas! Tu vas salir ma tablette avec tes mains de boniche! » lançait-elle avec mépris. Chaque fois, Jeanne détournait le regard, le cœur serré. Elle retournait à ses corvées ou se réfugiait dans un coin du jardin, là où les souvenirs heureux de ses parents semblaient encore flotter. Rose continuait d'exhiber ses nouvelles affaires devant Jeanne. Des robes scintillantes, des chaussures brillantes, des bijoux en toc mais clinquants. Et surtout, cette fameuse tablette, symbole de son statut de fille privilégiée.
Les jours passaient ainsi entre les moqueries de Rose et le silence résigné de Jeanne. Mais dans ce silence, une force invisible grandissait, une détermination que Rose et sa mère n'avaient pas mesurée. L'illusion d'une vie partagée sous un même toit vola en éclats le jour où Tanti Alice renvoya sans ménagement les 2 domestiques de la maison. « Pourquoi payer des gens alors qu'on a Jeanne? Elle ne fait rien d'utile, autant qu'elle serve à quelque chose », déclara-t-elle fièrement en buvant son thé avec ses amis. Ce jour-là, Jeanne comprit que sa vie venait de basculer pour de bon. À partir de ce moment, les corvées devinrent sa nouvelle réalité. À l'aube, elle était déjà debout, balai en main, lavant les sols encore frais de rosée. Elle enchaînait ensuite avec la lessive, la vaisselle, le repassage, le nettoyage des vitres et des chambres. Tanti Alice inspectait chaque recoin, traquant la moindre trace de poussière. « Tu n'as pas bien frotté ici. Recommence, » disait-elle sèchement. Jeanne, les mains gercées par l'eau et la lessive, ne bronchait pas. Elle encaissait tout, silencieuse. Rose, elle, paradait dans la maison comme une reine capricieuse, multipliant les ordres et les caprices. Marc s'amusait à salir derrière Jeanne juste pour le plaisir de la voir recommencer. Et Paul, il était trop occupé à jouir de sa nouvelle vie de nanti pour prêter attention à la souffrance de la fille de son propre frère. Mais malgré tout, le soir, quand tout le monde dormait, Jeanne ouvrait ses cahiers sous la faible lumière d'une vieille lampe torche. Ses yeux fatigués parcouraient les pages. Elle étudiait, encore et encore, parce qu'au fond d'elle, une voix murmurait « Tiens bon, un jour, tout changera. » L'école était le seul endroit où Jeanne pouvait encore respirer un peu. Même si elle arrivait chaque matin les yeux cernés, les bras fatigués d'avoir porté des bassines ou frotté des carreaux, elle entrait dans la classe avec dignité. Ses cahiers étaient impeccables, ses devoirs toujours faits. Elle levait la main avec assurance, répondait juste, écoutait avec attention. Les professeurs l'adoraient. Elle était l'élève modèle, celle dont on cite les dissertations, dont on lit les réponses à voix haute. Rose, elle, brillait par sa présence, mais pas par son intelligence. Habillée comme une poupée, elle arrivait accompagnée d'un chauffeur, un parfum fort précédant son entrée. Son sac était griffé, ses chaussures vernies, mais ses notes étaient ternes. Elle bâclait ses devoirs, bavardait en classe, copinait avec les plus bruyantes. Et plus les professeurs félicitaient Jeanne, plus Rose la détestait. À la récréation, elle faisait semblant de ne pas la connaître. « Vous voyez la fille là-bas » disait-elle à ses amis en désignant Jeanne. « Elle fait le ménage chez moi. » Les autres riaient. Jeanne, elle, encaissait. Elle se murait dans le silence. Mais ce que Rose et ses amis ignoraient, c'est que Jeanne apprenait plus que les leçons du programme. Elle apprenait la patience, la résistance, la maîtrise de soi. Et un jour, cette différence allait tout changer. Le jour où les domestiques quittèrent la villa, la maison se referma sur Jeanne comme une prison. Chaque matin, elle devait laver les sols, balayer toutes les pièces, astiquer les meubles, préparer le petit déjeuner avant de se rendre à l'école. À son retour, elle reprenait. Laver les assiettes, repasser, trier le linge, ranger la maison entière. Tanti Alice ne lui laissait aucun répit. « Pourquoi tu traînes encore là? Tu n'as pas fini de balayer la cour? » Jeanne ne répondait pas. Elle obéissait. Le cœur lourd, mais le visage calme. Ses week-ends étaient pires. Levée avant l'aube, couchée après tout le monde, elle travaillait sans arrêt. Même malade, même fiévreuse. Paul, de plus en plus absorbé par ses affaires, ne faisait plus attention à elle. Il ne voyait que les chiffres, les contrats, les profits. Jeanne n'existait plus à ses yeux que comme une ombre utile, silencieuse. Marc, devenu paresseux et insolent, l'appelait parfois « la fille à balai ». Rose, elle ne lui parlait presque plus, sauf pour lui demander de repasser ses robes ou de lui faire couler son bain. Mais Jeanne, chaque soir, après avoir éteint la lumière de la cuisine, se glissait en silence dans sa chambre. Elle s'asseyait au sol, sortait ses cahiers, sa torche, et recommençait à lire. C'était dans ces moments-là qu'elle se sentait encore humaine, encore digne. Elle savait que son salut passerait par l'école, et que personne, ni Rose, ni Tanti Alice, ne lui volerait ce rêve. Un matin, Tanti Alice franchit une nouvelle limite. Elle entra dans la chambre de Jeanne avec un énorme sac rempli de vêtements. Il y avait là des pagnes, des robes de cérémonie, des chemises froissées et même des sous-vêtements sales. « Tu vas laver tout ça aujourd'hui » ordonna-t-elle. « Ce sont les habits de mes amis.
Elles me les ont confiées. Et fais bien attention, hein! Pas une seule tâche, sinon je te fais tout recommencer. L'eau de la bassine devenait noire. Ses doigts se couvraient de gerçures. Ses bras étaient lourds, son dos lui faisait mal, mais elle tenait bon. À la tombée de la nuit, elle n'avait pas encore fini. Tanti Alice vint l'observer de loin, les bras croisés, l'air satisfait. « Demain, tu repasseras tout, et ne t'avise pas de salir mes pagnes avec tes mains de pauvresse. » Jeanne sentit une boule de douleur remonter dans sa gorge, mais elle ravala ses larmes. Pleurer n'apporterait rien. Elle le savait. Alors, dans le silence de la nuit, elle rangea ses cahiers et reprit ses leçons sous la lueur vacillante de sa torche. Au lycée, malgré tout, Jeanne restait une étoile discrète. Ses professeurs l'admiraient. Elle avait une écriture élégante, ses devoirs étaient toujours d'une grande qualité. Les garçons la regardaient avec respect. Malgré ses habits simples, malgré son visage souvent fatigué, sa beauté naturelle et sa dignité forçaient l'admiration. Et cela, Rose ne le supportait pas. Chaque fois qu'un professeur louait les efforts de Jeanne, que des camarades la félicitaient pour ses résultats, Rose bouillait de rage. Alors, elle lança des rumeurs. « Vous ne savez pas? Jeanne se prostitue la nuit pour payer ses cahiers, chuchotait-elle à ses amis. Et bientôt, ces mots perfides circulèrent dans les couloirs du lycée. Certains la regardaient avec pitié, d'autres avec mépris. Jeanne, elle, marchait la tête haute. Elle savait qui elle était. Elle connaissait la vérité. Mais le pire fut lorsque Rose rapporta ses calomnies à ses parents. « Papa, il faut surveiller Jeanne. Elle fait des choses pas très nettes. Vous savez bien, les filles comme ça. » Paul, sans chercher à comprendre, détourna définitivement le regard de Jeanne. Et Tanti Alice, ravie de cette occasion, trouva là une nouvelle raison d'accabler encore plus celle qu'elle détestait tant. C'est à cette période que Tanti Alice décida de porter le coup de grâce. Un soir, sans prévenir, elle fit venir un électricien et ordonna de couper l'électricité dans la chambre de Jeanne. « Une boniche n'a pas besoin de lumière pour dormir », déclara-t-elle froidement. Jeanne se retrouva dans une pièce sombre, étouffante, sans ventilateur pour chasser la chaleur, sans prise pour recharger sa petite torche. Ses révisions devenaient un combat contre l'obscurité et la fatigue. Pendant ce temps, Rose passait ses soirées dans les clubs huppés d'Abidjan, affichant ses nouveaux bijoux et fréquentant des hommes bien plus âgés. Marc, de son côté, sombrait dans la délinquance. Il traînait avec des bandes douteuses, fumait en cachette et rentrait à l'aube, ivre, les yeux rouges. Mais pour Tanti Alice, tout cela n'avait aucune importance. Tout ce qui comptait, c'était que Jeanne souffre, que Jeanne plie, qu'elle disparaisse. Mais Jeanne ne pliait pas. Elle résistait, en silence, chaque jour un peu plus forte, car dans son cœur, elle savait qu'un jour, cette nuit finirait, et que quoi qu'il arrive, elle continuerait à avancer. Tanti Alice n'avait pas supporté l'échec de Rose. Voir Jeanne réussir là où sa propre fille avait échoué l'avait rongée de l'intérieur. Pourtant, elle ne laissa rien paraître. Elle changea même de ton avec Jeanne. Soudain, elle devenait gentille. Trop gentille. Elle lui offrit un plat de riz au gras le lendemain de l'annonce des résultats. Elle l'appela même « ma fille » devant les voisins. Une mascarade bien rodée. « Ta réussite honore la mémoire de ton père. On est fiers de toi ici », disait-elle d'une voix douce. Mais ses gestes trahissaient sa rage. Elle claquait les portes, haussait le ton pour un rien, lançait des regards secs à sa fille, à Marc, même à Paul. Elle détestait se sentir humiliée par une enfant qu'elle considérait comme ramassée. Elle attendait juste le bon moment. Et ce moment arriva plus vite que prévu. Paul annonça qu'il devait se rendre à Bouaké pour un voyage d'affaires d'1 semaine. Il devait rencontrer un partenaire commercial pour l'un des business qu'il avait repris d'Henri. Tanti Alice hocha la tête sans poser de questions. Mais le soir même, seule dans la chambre, elle sortit une valise vide. Elle savait ce qu'elle allait faire. Le jour du départ de Paul, Tanti Alice réveilla Jeanne de bonne heure. Elle lui dit d'un ton inhabituellement calme « Habille-toi bien. On va faire un tour dans une autre ville. Je dois passer voir une amie. Tu viendras avec moi, ça va te changer un peu. » Jeanne, surprise mais obéissante, s'habilla simplement. Elle n'avait pas de valise, ni même son sac d'école. Juste un petit sac à main avec ses papiers et un mouchoir. Le trajet fut silencieux. Elles quittèrent Abidjan dans une vieille voiture que Tanti Alice avait louée discrètement. Au bout de plusieurs heures de route,
Elles arrivèrent dans une petite ville dont Jeanne ne connaissait même pas le nom. Tanti Alice gara la voiture près d'un petit marché, sur une route poussiéreuse. « Descends vite. Va m'acheter une bouteille d'eau là-bas. » Jeanne descendit sans méfiance. Elle se dirigea vers un kiosque. Elle paya, prit la bouteille, mais en revenant, la voiture avait disparu. Au début, Jeanne pensa que c'était une erreur, que Tanti Alice s'était juste déplacée un peu, qu'elle allait revenir. Elle resta debout, bouteille à la main, à scruter la route. 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Puis la vérité s'imposa à elle. Elle avait été abandonnée, sans argent, sans téléphone, dans une ville inconnue. Le soleil commençait à se coucher. Les vendeurs pliaient leurs étals, les mototaxis rentraient au dépôt, les passants la regardaient, curieux, sans s'arrêter. Elle ne savait où aller, ni quoi dire. Elle n'avait pas de numéro à appeler. Elle n'avait personne. Quand la nuit tomba, elle marcha. Elle marcha longtemps, sans direction. Ses pieds la portaient, son corps tremblait, son estomac criait. La peur montait, mais elle refusait de paniquer. Elle devait tenir. Juste tenir encore. Au bout de ce qui semblait une éternité, Jeanne aperçut une grande maison bien éclairée. Devant le portail, 2 gardiens discutaient. Elle s'approcha timidement. « Bonsoir, s'il vous plaît, est-ce que je peux juste avoir un peu d'eau? Et peut-être quelque chose à manger? » L'un des gardiens la fixa, méfiant. L'autre, plus âgé, fit un signe de tête. « Attends ici, dit-il avant d'entrer. » Quelques minutes plus tard, il ressortit avec un morceau de pain et une bouteille d'eau fraîche. Il tendit le tout à Jeanne, qui murmura un merci sincère. Mais au même moment, une voix douce se fit entendre depuis la porte d'entrée. « Qu'est-ce qu'il se passe ici? » C'était la maîtresse de maison, Maman Jacqueline. Maman Jacqueline portait un grand boubou en basin bleu roi. Élégante, digne, elle s'approcha avec un mélange d'autorité et de tendresse. « Tu es seule? » demanda-t-elle. Jeanne hocha la tête, incapable de formuler une phrase complète. L'émotion l'étranglait. « Viens à l'intérieur. Tu ne peux pas rester dehors la nuit. » Jeanne entra. Elle fut conduite dans une cuisine propre et chaleureuse. On lui servit un vrai repas. Une fois rassasiée, Maman Jacqueline s'assit en face d'elle. « Maintenant, raconte-moi tout. » Sans peur. Et Jeanne parla. De la mort de ses parents, de Paul, de Tanti Alice, des corvées, des moqueries, du bac et de l'abandon. Quand elle eut fini, Maman Jacqueline resta silencieuse un instant. Puis elle dit « Tu n'as plus à avoir peur. Tu restes ici. Tu es chez moi maintenant. » Ce soir-là, Jeanne dormit dans un vrai lit. Un lit propre, avec une couverture. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en sécurité. Et peut-être même aimée. Quand Jeanne ouvrit les yeux ce matin-là, elle mit quelques secondes à se rappeler où elle était. Ce n'était ni Cocody, ni la maison de Paul. C'était un vrai lit, dans une chambre paisible, avec des rideaux légers qui dansaient sous le vent. Elle entendait des voix discrètes venant du salon, des bruits de vaisselle dans la cuisine. Pas de cris, pas d'ordre, et juste la vie normale, celle qu'elle avait oubliée. Maman Jacqueline l'accueillit avec un sourire, comme si elle s'était toujours connue. « Ici, tu ne fais rien d'autre que manger, te reposer et étudier. Le reste, on s'en occupe. » Jeanne voulut protester, proposer son aide, mais la femme leva la main. « Chacun son rôle. Le tien maintenant, c'est de construire ton avenir. » Elle ne savait pas comment réagir. C'était la première fois depuis des années qu'on lui parlait ainsi, sans calcul, sans arrière-pensée. Une semaine plus tard, Maman Jacqueline l'inscrivit à l'université de la ville en lettres modernes. Jeanne reprit les cours avec un mélange de joie et de prudence. Elle n'avait plus d'uniforme à repasser en cachette, plus de corvée à finir avant d'étudier. Elle pouvait se concentrer. Et rapidement, elle se fit remarquer. Professeurs et camarades étaient impressionnés par son sérieux, sa culture, son calme. Elle posait des questions pertinentes, participait avec humilité et aidait volontiers ceux qui avaient du mal. Mais surtout, elle n'oubliait jamais d'où elle venait. Chaque jour, elle pensait à ses parents, à Cocody, à la cuisine qu'elle frottait à genoux. Elle ne voulait pas les venger. Elle voulait leur prouver qu'elle avait survécu. Au fil des mois, la relation entre Maman Jacqueline et Jeanne se renforça. Ce n'était pas une simple cohabitation. C'était une relation mère-fille, née de la confiance, du respect et d'une bienveillance sincère. Elles prenaient le thé ensemble le soir. Elles parlaient de littérature, d'amour, de la vie. Maman Jacqueline racontait ses souvenirs de jeunesse, son mari défunt, son fils qui étudiait à l'étranger.
Il me manque, mais je suis fière de lui, disait-elle. Il va bientôt revenir. Il prendra la tête de nos affaires. Jeanne écoutait, touchée. Elle ne s'attendait pas à ce que la vie lui offre une nouvelle famille. Et pourtant, c'est ce qui arrivait. 3 années passèrent. Jeanne devint une étudiante respectée. Elle obtenait des résultats excellents, participait à des conférences, publiait même quelques textes dans des revues universitaires. À la maison, elle gérait certaines affaires pour maman Jacqueline, des dossiers administratifs, des comptes, des courriers. Elle était devenue plus qu'une protégée. Elle était une fille adoptive, une présence précieuse. Sa douleur d'enfance ne s'était pas effacée, mais elle ne la portait plus comme un fardeau. Elle la transformait en force. Et chaque soir, elle regardait le ciel en silence. Elle savait que quelque chose de grand approchait. Il rentra un matin de saison sèche, valise à la main, sourire tranquille. Grand, le regard franc, vêtu d'un jonc simple et d'une chemise blanche. Il s'appelait Roland. Quand maman Jacqueline les présenta, Jeanne sentit quelque chose changer dans l'air. Pas un coup de foudre bruyant. Non, quelque chose de calme, de profond, comme 2 âmes qui se reconnaissent. Roland prit la tête des entreprises familiales avec sérieux. Il avait l'esprit vif, le cœur ouvert, et il observa Jeanne. Il écouta son histoire, il lut certains de ses textes, et il tomba amoureux. Pas à cause de sa beauté, mais à cause de sa force. Et cette fois, l'amour n'avait rien à voir avec la douleur. Quand Tanti Alice apprit que Jeanne avait retrouvé un toit et reprenait ses études, elle faillit s'étrangler de rage. Elle pensait l'avoir effacée, supprimée de leur vie. Pour elle, Jeanne aurait dû errer dans les rues ou finir dans un foyer. Mais rien ne s'était passé comme prévu. Elle garda son calme en façade. Aux voisins, elle disait « Ah, la fille là, elle est partie rejoindre une tante. Elle va bien, hein? Dieu merci. » Mais dans son cœur, elle bouillonnait. C'était pas seulement de la colère, c'était de la peur. Peur qu'un jour Jeanne revienne, qu'elle parle, qu'elle réussisse. Pire encore, Rose, depuis l'échec au bac, ne faisait rien. Elle dormait tard, sortait encore plus. Et Marc? Il ne passait plus qu'une nuit sur 3 à la maison. Il buvait, fumait, volait parfois. Mais Tanti Alice refusait de voir. Elle était trop occupée à ruminer sa défaite invisible. Roland avait l'habitude de lire les gens. C'est ce qui l'aidait dans les affaires. Mais avec Jeanne, il ne lisait pas. Il apprenait. Il lui posa des questions, l'écouta sans jamais interrompre. Il comprit que cette jeune femme, calme et solide, avait traversé plus que ce qu'elle laissait paraître. Il fut touché par sa dignité. Sa manière de ne pas se plaindre, même en racontant l'humiliation. Il vit aussi la tendresse qu'elle portait à maman Jacqueline, la reconnaissance dans chacun de ses gestes. Lui qui avait côtoyé des femmes superficielles dans les capitales étrangères, trouva en Jeanne quelque chose de rare. Et sans le dire, il savait, elle serait sa femme. Roland n'était pas un homme pressé. Il observa d'abord. Il fit les choses lentement, avec respect. Un soir, alors qu'il partageait un repas en famille, il demanda calmement à sa mère « Et si je demandais Jeanne en mariage ?» Maman Jacqueline ne fut pas surprise. Elle sourit doucement. « Je m'en doutais depuis longtemps. Vous êtes fait pour ça. » Il alla trouver Jeanne quelques jours plus tard. « Je t'aime. Tu n'as pas besoin de répondre tout de suite, mais sache que je ne vois personne d'autre que toi dans ma vie. » Jeanne fut bouleversée. Elle n'avait jamais rêvé de mariage. Elle avait simplement voulu survivre. Mais cet amour-là, c'était une évidence. Elle dit oui. Le mariage fut célébré dans la joie, pas dans l'opulence bruyante, mais dans une élégance digne. Jeanne portait un cabas sobre et magnifique. Roland la regardait comme s'il avait gagné le trésor du monde. Les invités étaient sincères. Ils savaient qui était Jeanne. Beaucoup connaissaient son histoire. Tous respectaient son parcours. Maman Jacqueline versait des larmes discrètes. Elle disait à qui voulait l'entendre « J'ai perdu un mari, mais Dieu m'a rendu une fille. » Ce jour-là, Jeanne devint officiellement une femme. Pendant que Jeanne se mariait, tout s'effondrait chez Paul. Une affaire dans laquelle il avait investi massivement, sans même comprendre les termes du contrat, tourna au désastre. Un soi-disant partenaire l'escroqua. Les comptes furent vidés. La Mercedes saisie, l'entreprise bloquée. Rose, incapable de faire quoi que ce soit de ses journées, s'était mise à fréquenter des hommes dangereux. L'un d'eux l'abandonna après l'avoir laissée enceinte. Elle disparut un temps. Marc fut arrêté lors d'un contrôle de police. Il avait sur lui des comprimés illégaux. Tanti Alice, ruinée, amère, seule, dut quitter la villa de Cocody. Elle retourna dans la vieille maison d'Abobo, là où tout avait commencé. Mais cette fois,
Il n'y avait ni espoir ni promesse. Tout ce qu'ils avaient volé à Jeanne leur avait glissé entre les doigts. Dans la grande maison désormais calme, Jeanne avançait sereinement. Elle n'était plus la jeune fille silencieuse d'autrefois. Elle était devenue une femme, mariée, aimée, respectée. Maman Jacqueline lui avait confié une partie de la gestion des entreprises. Jeanne gérait les dossiers avec une rigueur impressionnante. Elle inspirait les employés. Et chaque matin, quand elle priait silencieusement, elle remerciait Dieu pour la grâce reçue, mais se faisait une promesse. Jamais elle ne traiterait un enfant comme elle avait été traitée. Jamais. Un soir, alors qu'elle sortait d'une réunion, un mot l'attendait à la porte. Une femme est venue. Elle a demandé à te voir. Elle dit qu'elle s'appelle Alice. Jeanne resta figée. Tanti Alice? Elle ne s'y attendait pas. Elle ne savait même pas que cette femme aurait l'audace de venir jusqu'à elle. Le lendemain, elle la trouva assise devant le portail, le regard perdu, les vêtements simples. Plus de basins brodés, plus de bijoux dorés, plus de regards méprisants. Jeanne, souffla Tanti Alice. Elle voulait parler, s'expliquer, justifier, demander pardon, peut-être. Mais Jeanne ne dit rien. Elle la regarda longtemps. Et dans son regard, il n'y avait ni haine, ni vengeance. Juste la vérité. « Je n'ai rien à te donner, » dit Jeanne calmement. « Tu as déjà tout pris. » Puis elle tourna les talons. Elle n'avait pas besoin de s'abaisser à la vengeance. Sa réussite parlait pour elle. Maman Jacqueline, qui avait tout observé depuis l'intérieur, prit Jeanne dans ses bras ce soir-là. « Tu as grandi, mon enfant. Tu as gagné sans frapper. Et tu as pardonné sans faiblir. » Elles restèrent un long moment dans le salon en silence. Maman Jacqueline l'aimait comme sa propre fille. Et Jeanne, de son côté, avait enfin trouvé une mère. Une vraie. Pas une par obligation. Une par choix, par amour. Ce lien-là, tissé dans la douleur, était plus solide que le sang. Et il est éternel. Roland et Jeanne s'épanouissaient ensemble. Ils étaient un couple uni,